Cette vidéo est sponsorisée par Watcher of Realms. Salut, nous sommes le 18 octobre 1997 à l'aéroport de San Antonio au Texas. Une caméra de télévision locale filme une scène, pas n'importe quelle scène, une femme qui attend dans le hall d'arrivée. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu son fils. Ça fait 3 ans qu'elle vit dans la pire incertitude qu'il soit, celle de ne pas savoir si son enfant est mort ou vivant. Et là, il arrive, elle le regarde, elle marque un temps d'arrêt visible et elle l'embrasse, elle le serre dans ses bras. C'est son garçon, du moins c'est supposément son fils. Nicolas Barclay, disparu à 13 ans, retrouvé en Espagne après 3 ans de cauchemar, sauf que cet homme qu'elle serre dans ses bras actuellement n'est pas Nicolas Barclay. Il l'a jamais été, c'est un Français de 23 ans nommé Frédéric Bourdin, et il vient juste de s'infiltrer dans cette famille depuis un foyer où il était logé en Espagne. Il a convaincu une ambassade américaine, des services sociaux espagnols, il a même convaincu le FBI de lui délivrer un passeport au nom d'un enfant qu'il n'a jamais été, certes, mais en plus qu'il n'a jamais rencontré. Et il va vivre 5 mois dans cette maison. Il va dormir dans la chambre du fils disparu. Il ira au lycée texan, il se fera des amis là-bas, des relations. Et ce qui rend cette histoire dingue, à mon sens, c'est son mobile. Il n'a pas fait ça pour l'argent, mais juste pour ressentir, durant quelques semaines, ce que c'est d'avoir une famille qu'il aime. Voici l'histoire de Frédéric Bourdin, l'homme qu'on a appelé a posteriori le caméléon parce qu'il a usurpé, tenez-vous bien, plus de 500 identités à travers l'Europe. Et derrière tout ça se cache peut-être en plus un meurtre que personne n'a jamais résolu et je vais vous en parler dans cette vidéo. Bourdin a passé sa vie à changer d'apparence pour se tailler une place dans le monde. Et si vous aussi, vous voulez vous plonger dans un univers riche où chaque personnage a une histoire profonde à découvrir, eh bien c'est le moment de découvrir le sponsor de cette vidéo, c'est le moment idéal pour vous le présenter, et c'est Watcher of Realms. C'est un nom dur à dire pour moi, ne me jugez pas là-dessus. C'est un RPG fantastique de nouvelle génération, disponible sur PC et sur mobile, qui vous envoie explorer le continent mystique de Tiyya. D'ailleurs, l'atmosphère de Tiyya est devenue particulièrement sinistre ces derniers temps. J'ai remarqué là-bas des choses étranges, comme une peur soudaine de la lumière, et c'est parce que le légendaire Dracula vient de voyager dans le temps pour faire son entrée dans le jeu. Ce crossover massif introduit des mécaniques totalement inédites. Vous pouvez obtenir le héros légendaire Vlad Dracula et jusqu'à 106 invocations gratuitement, simplement en participant à l'événement. Il y a aussi 3 autres personnages emblématiques à ne surtout pas manquer. Il y a le comte donc Dracula, prince des ténèbres, capable d'infliger des dégâts explosifs. Il y a Dame Mina qui excelle dans le contrôle de zone et qui peut invoquer Dracula à travers un miroir pour combattre à ses côtés, et le docteur Von Helsing, un tireur d'élite qui marque ses cibles avec des flèches en argent avant de les achever à la hache. On a même le droit au tout premier raid coopératif à l'échelle du serveur, le siège de Tiyya, où tous les joueurs s'unissent contre le boss et s'arrêtent pour des récompenses massives. On est très loin du jeu mobile classique. Ici, il y a plus de 200 héros uniques répartis en 10 factions avec des visuels assez époustouflants et une vraie profondeur tactique. La réussite dépend du placement de vos unités, de votre gestion des coûts, de déploiement en temps réel. C'est stratégique, c'est immersif et c'est très accessible grâce à de nombreuses fonctionnalités comme les combats automatiques en arrière-plan. Ça permet aux nouveaux joueurs de rattraper rapidement les vétérans. Si vous voulez rejoindre l'aventure, vous cliquez sur le lien en description ou vous scannez le QR code qui est affiché à l'écran. Quant à notre fameux Frédéric Bourdin, sa stratégie à lui, ça se jouait pas sur un champ de bataille virtuel, il fallait une méthode, la méthode Bourdin, que je vais vous présenter. Comment un être humain apprend à devenir un autre être humain? Il faut d'abord comprendre d'où Frédéric vient. Cette histoire commence bien avant le Texas, dans une tour HLM, en France, en banlieue parisienne. Nous sommes le 13 juin 1974 et il est né à Nanterre. Sa mère, Ghislaine, n'a que 17 ans à l'époque. Elle est tombée enceinte d'un ouvrier qu'elle a rencontré dans une usine de margarine. Peu importe, quand elle découvre sa grossesse, elle apprend en même temps que cet homme immigré est déjà marié dans son pays, père de 6 enfants. Frédéric naît sans père qui le reconnaît. Sa mère s'occupe peu de lui. À 2 ans et demi, il est confié à ses grands-parents maternels. Il grandit à Mouchamps. C'est un petit village pas très loin de chez moi, en Vendée, de 2000 habitants. Il est habillé avec des vêtements de seconde main. Il est toujours un petit peu différent des autres, un peu à la marge. Surtout à cette époque, quand on n'a pas de père, c'est plus visible qu'aujourd'hui, c'est moins bien admis qu'aujourd'hui. Il va dire plus tard qu'il se sentait un peu comme étant le paria de ce village. Et à 12 ans, il est placé en foyer pour mineurs, pour différentes raisons. À 16 ans, il fugue de ce foyer. Et à partir de ce moment-là, Frédéric Bourdin commence à devenir quelqu'un d'autre. À partir de cette fugue. Sa toute première tentative, elle est assez pathétique. Il se présente à un commissariat parisien en prétendant s'appeler Jimmy Sale, un adolescent britannique égaré. Alors Jimmy Sale existe et il connaît bien l'histoire de Jimmy Sale. Le problème, c'est qu'il ne parle pas anglais.
enfin pratiquement pas anglais, donc il est démasqué en quelques minutes parce que les officiers lui parlent en anglais. Mais au lieu de se décourager, cet échec lui apprend quelque chose. Ça lui apprend que s'il veut être cru dans la vie, il faut maîtriser la langue, l'histoire et la culture de sa cible. Alors il note la leçon et pendant pas mal de temps, il va apprendre en observant les autres. En fait, il travaille un petit peu, il travaille le fait de comprendre l'autre pour devenir l'autre. Il va devenir fluent en anglais avec un accent parfait, il va aussi devenir très très fort en espagnol, quasiment bilingue, il maîtrise les intonations des adolescents dans ces différentes langues, mais aussi en français. Il maîtrise la démarche des adolescents, c'est ça qu'il observait, leur façon de se tenir, parce que c'est ça son but, c'est de toujours se faire passer pour un adolescent, pas un adulte. Il utilise des crèmes dépilatoires pour effacer les traces de barbe, il utilise des casquettes pour cacher un peu sa ligne de cheveux, il se fait petit, il se fait vulnérable, parce que Frédéric a compris sûrement un truc sur la psychologie humaine, c'est que se présenter comme étant un enfant en détresse à des adultes, ça va activer chez les adultes le réflexe de protection de l'enfant. On a envie de l'aider. Et quand ce réflexe s'enclenche, les questions s'arrêtent. On ne remet pas en cause l'histoire. Ce qui va suivre est probablement la partie la plus troublante de toute cette histoire. De 1990 à 1997, Frédéric Bourdin multiplie les identités qu'il prend pour se présenter à travers toute l'Europe. Un coup les orphelins espagnols, un coup les réfugiés bosniaques qui fuient les guerres des Balkans. Un très bon timing parce que l'ex-Yougoslavie était en plein conflit, donc personne ne pouvait vérifier ce qu'il disait. Et à chaque fois, il utilise la même mécanique, j'ai envie de vous dire. Il rentre dans un foyer pour adolescents, une famille d'accueil, un hôpital, quelque chose du genre. Il reçoit un lit, de la chaleur humaine, de la nourriture, des gens qui s'intéressent à lui, des gens qui l'écoutent. Il profite de ça un certain temps, puis il repart, il recommence ailleurs avec une autre identité. Il va dire lui-même en 2012, j'ai fait ça depuis 1990, ça représente plus de 500 identités dans presque tous les pays d'Europe. Ce qui m'importait, c'était de faire partie de quelque chose. C'est révélateur. Et en 1997, Frédéric Bourdin a 23 ans et déjà une fiche Interpol. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était démasqué quelque part, donc arrêté puis libéré dans un pays, parce qu'il n'y avait pas de mort d'homme non plus, de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans un hôpital ou un foyer, ça va. Donc quand il était arrêté dans un pays puis libéré, il réapparaissait dans un autre pays sous une autre identité. Les polices locales, séparément, ne voyaient à chaque fois qu'un gamin un peu bizarre qu'on renvoyait dans un foyer. Au fil des années, le schéma répétitif dans tous les pays a fini par être identifié quand même dans les bases d'Interpol. C'est pas rien. Les psychologues qui l'ont évalué d'ailleurs estiment son QI à environ 140, 139 pour être précis. Trilingue, stratège, capable d'improviser une identité de toute pièce en quelques heures. Parce qu'il faut comprendre qu'il invente toutes ces identités. Depuis son premier essai qui était lamentable, il a toujours improvisé des identités. Comme ça, il n'y avait pas de vérification possible. Et il n'a jamais volé d'argent. On y reviendra, ça aussi, c'est important. Il n'a jamais blessé personne. En fait, il n'a jamais usurpé l'identité d'un véritable enfant jusqu'à cette nuit d'octobre 1997 dans un foyer de jeunesse de Linares, dans le sud de l'Espagne. C'est là que Frédéric Bourdin va prendre la décision la plus audacieuse de toute sa vie. Ce soir-là, un juge pour enfants menace de prendre ses empreintes digitales. Et Bourdin, il sait ce que ça signifie. Si on prend ses empreintes, son casier Interpol, il va être révélé. Ça va faire une connexion. Son imposture va s'effondrer. Il risque d'être arrêté. Alors, il sait qu'il lui reste qu'une seule nuit pour monter un plan. Et cette nuit va suffire à tromper un gouvernement entier. Le personnel du foyer le laisse dans un bureau pour qu'il ait le loisir de contacter sa famille. Et il ne va pas les appeler, évidemment. À la place, il va composer le numéro des services des shérifs américains en cherchant à obtenir le numéro d'un centre pour enfants disparus qu'il va obtenir. Il finit par avoir le numéro du National Center of Missing and Exploited Children. Excusez mon anglais pathétique, c'est le centre national américain pour les enfants disparus. Il les appelle et il se présente comme étant le directeur du foyer espagnol où il se trouve et il signale qu'il a en sa garde un adolescent américain dont il n'arrive pas à établir l'identité. La personne au bout du fil, une assistante qui communique le profil de plusieurs enfants qui correspondent à la description qu'il improvise, et il y a un nom qui colle pas mal, Nicolas Barclay. Ce nom va déclencher l'une des impostures les plus incroyables de l'histoire moderne. Un fax arrive dans le foyer, dans le bureau où il est seul. C'est lui qui a communiqué ce numéro de fax. Il reçoit une photo. Un enfant blond, aux yeux bleus, teint clair, américain, 13 ans, en 1994, disparu à San Antonio. Bourdin regarde la photo, il se regarde dans un miroir. Il a les yeux marrons, il a les cheveux bruns foncés. Il a quand même un petit accent français, un peu marqué, quoi. Il parle très très bien anglais, il est très fluent, mais c'est compliqué de le cacher. Et puis il a 23 ans, donc 7 ans de plus que l'âge supposé de Nicolas actuellement. Alors il dira plus tard, quelque chose dans ma tête a décidé que je pouvais le faire,
que je devais essayer de le faire. Ce qui se passe ensuite est vertigineux. En l'espace d'une nuit, Bourdin va inventer toute une architecture narrative, comme un roman, et ça marche bien. Il se teint les cheveux en blond, en tout cas il les éclaircit, il convainc un autre enfant du foyer de lui tatouer une petite croix entre le pouce et l'index à l'aide d'une aiguille. Il a probablement utilisé l'encre d'un stylo. Pourquoi faire? Pour imiter un tatouage qu'avait Nicolas. Et il invente donc une histoire qui va répondre à toutes les questions, à toutes les incohérences physiques d'un seul coup. Ces yeux marrons, ce sont des militaires qui lui ont injecté des produits chimiques dans les globes oculaires pour modifier son apparence. Vous pensez que ça tient pas debout? Vous allez voir la suite. L'accent français, il a passé 3 ans à vivre en Europe, on l'a retenu en France, on l'a forcé à parler d'autres langues. L'aspect un peu plus adulte, le traumatisme qu'il a subi, parce qu'il a été retenu en captivité, ça fait vieillir la captivité, ça marque le visage. Il va raconter qu'il a subi 3 années de sévices. Son récit complet, c'est de dire qu'il a été enlevé à San Antonio, qu'il a été vendu à un réseau de pédocriminels militaires international et qu'il a été ensuite séquestré pendant 3 ans, soumis à des abus et qui vient juste de s'échapper à ses ravisseurs. Et il choisit ce récit, pourquoi? Parce que personne n'ose questionner une victime d'abus sexuels sur ses incohérences. Le doute, ça serait une violence supplémentaire pour cet enfant. Et ce mécanisme, il porte un nom, les psychologues l'appellent le biais de protection de la victime. Et bien ce mécanisme, ça neutralise le sens critique, même pour un professionnel aguerri. C'est normal, et j'ai envie de vous dire, même heureusement qu'on ne remet pas en question ces paroles-là. Demander des preuves à un enfant qui dit avoir été torturé pendant 3 ans, c'est être son bourreau encore une fois, une deuxième fois. Alors le lendemain matin, Bourdin appelle l'ambassade américaine à Madrid. Il dit s'appeler Nicolas Barclay. L'ambassade contacte la famille au Texas et Carrie, la demi-sœur des Nicolas, prend un avion pour l'Espagne. À l'aéroport, quand elle le voit pour la première fois, les différences physiques sont présentes, je veux dire, elles sont indéniables devant elle. Donc elle hésite, elle dit « Mon Dieu, Niki, c'est toi ?» Et Bourdin va lui répondre « Oui, c'est moi ». Pendant tout le trajet du retour, sans le savoir, Carrie le briefe sur des souvenirs qu'il devrait avoir en lui faisant voir des photos. Elle lui dit « Tiens, ça c'est la maison où on habitait, ça c'est ma fille, ta nièce, tu te souviens d'elle ?» Évidemment, souviens-toi. Souviens-toi, c'est un peu son leitmotiv. C'est un peu comme si elle lui mettait les souvenirs dans la tête et lui, il a juste à prendre ça comme une leçon. C'est très pratique pour lui. L'ambassade américaine lui délivre un passeport au nom de Nicolas Barclay et ils embarquent pour le Texas. 5 mois. Frédéric Bourdin va vivre 5 mois dans la famille Barclay. Il s'installe chez eux, à la périphérie de San Francisco. Il est inscrit au lycée local, il se fait des amis, il sort même avec une fille. Il dort dans la chambre du fils disparu. Il porte les vêtements du fils disparu. Et les incohérences s'accumulent. On parle de ses yeux marrons. Alors il parle des produits chimiques de ses ravisseurs, on parle de son accent. Il raconte tout ce qu'il a vécu en Europe. Et les zones d'ombre, parce qu'il ne se souvient quand même pas de grand-chose. Eh bien, c'est lié au traumatisme, parce que le traumatisme efface la mémoire, c'est bien connu. Chaque preuve qui devrait le démasquer reçoit une réponse farfelue, mais cohérente quand même. Si cette famille a cru à quelque chose de si improbable, c'est pour 3 raisons très précises. Et quand on les comprend, on sait que vous, comme moi, on aurait probablement fait la même erreur qu'eux. Le premier mécanisme mental qui se met en place, c'est le biais de confirmation. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Une fois qu'une croyance est établie, là, la croyance c'est mon fils est revenu, une fois que c'est installé dans le cerveau, eh bien le cerveau va chercher des raisons de conserver cette croyance. C'est-à-dire que tout ce qui confirme que Nicolas est Nicolas, ça va être amplifié. Tout ce qui contredit ou qui infirme un petit peu que Nicolas serait Nicolas, ça va être rationalisé par le cerveau, il va trouver une excuse ou ça va être simplement ignoré. Deuxième mécanisme, la perte ambiguë. Alors ça, c'est une thèse qui est défendue par la psychologue Pauline Boss. Elle a théorisé ce concept dans les années 90, c'est très intéressant. Les familles d'enfants disparus ne font pas de deuil comme ils devraient le faire. C'est pas un deuil classique. Ils font un deuil sans faire un deuil, parce qu'il n'y a pas de corps, parce qu'il n'y a pas une certitude complète. La personne, donc, elle est à la fois présente, parce qu'on n'a pas constaté qu'elle était décédée, et à la fois absente, puisqu'elle est disparue parfois depuis des années. Et cet état génère une souffrance clinique chronique qui fait que le cerveau reste ouvert, il reste en attente, il reste disponible à une réapparition. Donc quand quelqu'un arrive en disant « je suis de retour », eh bien ce quelqu'un offre la chose la plus précieuse au monde pour la famille, parce que ça met fin à l'incertitude. Alors accepter quelques incohérences, c'est pas grand-chose comme prix à payer face au soulagement qu'on reçoit à ce moment-là. Et il y a un troisième truc. Quelque chose dont je vous ai aussi déjà parlé sur d'autres vidéos de mentalisme de cette chaîne, c'est la vérité par défaut. Le psychologue Timothy Levin a formalisé cette théorie dans la communication ordinaire. L'honnêteté, c'est le mode de base. Et heureusement qu'on ne remet pas en cause ce qu'on dit les uns les autres en permanence, ça n'aurait pas de sens. On va basculer en mode « j'ai un doute ».
Je me dis que peut-être apersonnellement que si on ressent un signal suffisamment fort, une incohérence en général, plutôt verbale que non verbale d'ailleurs, en l'absence de signal, on croit. Parce que c'est ce qui rend la vie sociale possible. Quand vous demandez le prénom de quelqu'un, vous n'allez pas remettre en cause sa réponse, par exemple. Et c'est ici que l'histoire devient fascinante, parce que ce n'est pas juste la famille qui l'a cru. L'ambassade américaine aussi, elle l'a cru. Les services sociaux espagnols, ils ont cru en son histoire. Des agents du FBI ont quand même signé des documents, un passeport, c'est pas rien. Un passeport américain qui lui a été donné une fois que l'État fédéral américain appose son tampon sur votre identité. Pourquoi on douterait d'elle ? Si je doute de l'identité de quelqu'un alors qu'il a un passeport en bonne et due forme, qui a vraiment été donné par l'État, c'est pas un faux passeport, si je doute de ça, je doute de l'institution en elle-même, parce que pour moi, elle a vérifié tout ça. Et à l'approche de Noël 1997, quelque chose va trahir Bourdin. Est-ce que c'est la culpabilité ? Pour le moment, on ne connaît pas encore la raison. Mais il vole la voiture de Carrie, il va conduire avec jusqu'en Oklahoma. Il va se mutiler, on va le trouver, et il va être hospitalisé en psychiatrie. On ne sait pas pourquoi il fait tout ça. C'est pour ça que je mets culpabilité avec un gros point d'interrogation. Il est ramené chez Beverly, la mère de Nicolas, et c'est là que tout va basculer à cause d'un homme qu'il n'attendait pas. À la fin de l'année 1997, une émission de faits divers américaine, Hard Copy, entend parler du retour miraculeux de Nicolas Barclay. Évidemment, c'est une très belle histoire pour leur audience. Alors ils envoient un détective privé nommé Charlie Parker pour préparer un reportage. Il rencontre Nicolas chez Beverly, et pour lui, il y a quelque chose qui cloche. Il s'assoit dans le salon et sur le mur, il voit une photo de Nicolas quand il était enfant, avec ses yeux un peu bleu-gris, et là il regarde le Nicolas qu'il a en face de lui. Lui, il a les yeux brun foncé. Il va même jusqu'à le photographier discrètement. Et il va utiliser, grâce à ces photos, une technique d'identification que très très peu de gens connaissent à l'époque, et peut-être vous ne la connaissez pas non plus, c'est la morphologie des oreilles. Figurez-vous que les oreilles humaines sont aussi uniques que les empreintes digitales. La structure qu'on a du cartilage ne change pas avec l'âge, ça ne se modifie pas. Il faut savoir que même Scotland Yard utilisait déjà cette méthode d'ailleurs. Alors Parker demande discrètement au caméraman du reportage, en plus de ses photos, de zoomer sur les oreilles de Nicolas pendant l'interview. Et a posteriori, il va comparer zone par zone avec la photo d'enfance. Bon, il n'y a pas de surprise, les oreilles, elles ne correspondent pas. Et puis là, c'est pas un colorant qui a pu changer l'oreille. Parker alerte le FBI. L'agent spécial Nancy Fisher reprend le dossier. Elle admettra plus tard avoir été elle-même captivée par la performance, elle a utilisé ce terme quand même, de Bourdin lors de leur première rencontre. Face aux preuves de Parker, une ordonnance judiciaire est obtenue en février 1998 pour prélever les empreintes digitales et faire un test ADN. Bourdin va résister, il tente de retarder l'échéance, il invente même une fausse piste. Il va parler d'un dénommé Jonathan Durand, censé connaître des informations cruciales, forçant un peu les agents du FBI à perdre des heures à le traquer. Et à la fin, il accepte de donner son sang, mais il va se rétracter au dernier moment. L'étau se resserre. Bourdin sent que la partie est perdue, et en fait, il va simplement avouer. Le 24 février 1998, le FBI obtient ses empreintes, Interpol confirme son identité et toutes les identités qui ont été référencées depuis des années. Le 6 mars, il est arrêté, et en septembre 1998, il va directement plaider coupable de fraude aux documents et de parjure devant un tribunal fédéral. La peine tombe à 6 ans de prison, soit plusieurs fois au-delà des recommandations habituelles de la commission de condamnation. Alors, ça peut vous paraître assez peu par rapport à ce qu'il a fait. Alors que je vous dis, c'est bien au-dessus, c'est presque 3 fois au-dessus de la recommandation habituelle. Mais n'oublions pas qu'encore une fois, il n'a pas monté d'arnaque derrière. Il n'a pas obtenu des choses, une richesse ou de l'argent ou un héritage ou je ne sais quoi d'autre. Il a usurpé l'identité, il a juste reçu une famille. Alors oui, bien sûr, de la nourriture ou des choses comme ça, des habits, mais c'est pas grand-chose dans les biens matériels en tout cas. Le juge justifie quand même la sévérité par le préjudice émotionnel infligé à des victimes déjà vulnérables et les manœuvres d'obstruction qu'a mis en place le faux Nicolas délibérément pendant l'enquête. Frédéric Bourdin va purger sa peine jusqu'au dernier jour, il n'y aura pas de remise, mais avant de passer à la suite, il faut s'arrêter sur une question. Une question que tout le monde se pose en regardant le documentaire The Imposter, sorti en 2012. Une question que j'ai tournée dans ma tête pendant toute l'écriture de cette vidéo. Et si la famille Barclay savait depuis le début? Vous voyez à quel point ça remet tout en cause? Dès son arrestation, Bourdin a soutenu une version des faits assez étonnante. Selon lui, la famille savait pertinemment qu'il n'était pas Nicolas dès le premier instant. Pas à cause d'un deuil pathologique, non. Pas par l'activation d'un autre biais cognitif que je pourrais vous expliquer, non plus. Il le savait parce que selon Bourdin,
cette famille cache un meurtre. Revenons au moment où il est encore en Espagne avec Carrie. Il dira dans le documentaire de 2012, en Espagne, Carrie faisait tout pour moi. Quand je ne savais pas quelque chose, elle me le disait. Là, tiens, regarde, c'est la maison où on habitait, là, souviens-toi, vous vous souvenez? Je vous ai raconté ça. Et toujours dans le documentaire de 2012, il dit, si vous me demandez si elle croyait que j'étais son frère, non. Elle a décidé que j'allais être son frère. Et certains éléments indépendants, impossibles à ignorer, alimentent cette théorie. Déjà, il y a Jason, le frère aîné de Nicolas. Je ne vous ai pas encore parlé de lui volontairement. En septembre 1994, 3 mois après la disparition, il appelle la police pour signaler qu'il a vu son frère tenter d'entrer par effraction dans le garage de la maison, dans le garage familial. Les policiers cherchent, ils ne trouvent rien, il n'y a pas de traces. Sachez que ce type d'appel, c'est un classique dans les affaires de meurtre au sein d'une famille parce que ça crée une preuve que la victime est encore en vie, donc ça embrouille l'enquête. Deuxième chose, quand son frère revient après 3 ans de captivité dans un réseau pédocriminel international, Jason ne vient pas à l'aéroport l'accueillir. Il pose aucune question à Nicolas les rares fois où ils se croisent. Il n'a pas manifesté de joie, de soulagement. Pour Frédéric, le vrai Nicolas n'a jamais été retrouvé parce qu'il a été tué par sa propre famille et que son imposture les arrangeait bien pour les laver de tout soupçon. Vous imaginez ? C'est trop bien. Si vraiment ils ont assassiné Nicolas, là il y a un gars qui arrive et qui affirme être Nicolas. Alors ils ne pourront jamais être arrêtés pour meurtre. Suite aux déclarations de Frédéric et à ses soupçons, une enquête va quand même être ouverte, une enquête pour meurtre justement, mais elle va être rapidement fermée et l'affaire est officiellement non résolue. Mais, et c'est très important, il faut que je sois honnête avec vous, je veux faire une vidéo rigoureuse. Frédéric Bourdin est un menteur professionnel de génie. Sa thèse de la famille complice, elle est brillante, mais elle lui est surtout utile à lui parce qu'elle détourne l'attention de ses propres usurpations, de ses propres crimes. Elle fait de lui une sorte de lanceur d'alerte. C'est presque une victime finalement dans l'affaire, donc je me méfie. Parce que si Bourdin a réussi à convaincre un agent du FBI, une ambassade américaine et des services sociaux de plusieurs pays qu'il était d'autres personnes, il peut facilement convaincre le public de n'importe quelle version qui l'arrange. La réalité, avec les mécanismes psychologiques dont je vous ai parlé, que j'avais développés au départ, reste quand même la plus simple et la plus plausible. C'est-à-dire, on a affaire à une famille qui est plutôt pauvre, qui est dévastée avec 3 ans d'un deuil ambigu, donc pas complètement fait. Elle est confrontée à un manipulateur extraordinaire quand même, qui a l'habitude d'endosser des identités, donc peut-être qu'ils ont voulu croire, et qu'ils ont cru. Parce que ça fait du bien quand t'as perdu un être cher. Même l'agent Fisher a dit Bourdin peut vous faire croire n'importe quoi si vous vous retrouvez seul avec lui. Alors la vérité absolue, personne ne la connaît. Nicolas Barclay est toujours officiellement porté disparu et l'affaire est classée sans suite. L'histoire de Frédéric ne s'arrête pas là. Vous voulez savoir la suite? Il a été expulsé vers la France en octobre 2003. Il avait 29 ans, il avait purgé ses 6 ans de prison. 3 mois plus tard, il recommence. En février 2004, il appelle la gendarmerie d'Isère depuis une cabine téléphonique et il dit qu'il s'appelle Léo Ballet, un enfant de 6 ans disparu dans la montagne en 1996. Ça veut dire qu'il aurait 14 ans aujourd'hui, alors que Bourdin a 30 ans. Mais il a un aspect quand même juvénile et il va encore réussir à tromper les gendarmes et les médecins pendant 3 jours entiers avant qu'un test ADN, encore une fois, révèle la vérité. Et il continue. En août 2004, donc la même année, février, août, il se présente en Espagne et dit qu'il est l'un des orphelins des attentats de Madrid du 11 mars 2004, une catastrophe nationale récente. Et là, il active les mêmes leviers psychologiques que dans l'histoire de Tania Head, dont je vous ai parlé sur cette chaîne, dans le All Thread. Il y a une playlist de tous les All Threads dans la description si vous voulez voir. Il avait un contexte narratif presque impossible à contester, donc il tente le coup. La police va finir encore par le démasquer, et il enchaîne encore, et en mai 2005, Frédéric Bourdin arrête tout. La raison qu'il va donner dans une interview bien plus tard en 2012, c'est de dire que c'est parce qu'il a adopté un chat. Pour la première fois de sa vie, il est responsable d'une autre créature vivante. Et ça, je trouve que ça fonctionne. Moi, ça fait sens. Pour la première fois de sa vie, il est responsable d'une autre entité vivante qui dépend de lui, quoi. Je veux dire, quelqu'un qu'il n'a pas envie d'abandonner, qu'il l'aime probablement, et forcément, il la perdrait s'il prenait encore une nouvelle identité. Le chat, ce chat, c'est son premier lien à son véritable monde à lui, son monde réel. Et il va rencontrer ensuite une femme, Isabelle, en 2006, ils vont se marier en 2007, ils auront 5 enfants ensemble. Mais c'est pas fini, j'ai une dernière info à vous donner. Bourdin ne peut pas être complètement lui-même, il sait pas faire. C'est plus fort que lui, c'est maladif. Là, récemment, il a déclaré qu'il jouait en ligne à Fortnite, grand bien lui fasse,
mais qui se fait passer pour un enfant de 12 ans. C'est rien, mais pour moi, c'est tout. C'est peut-être ce détail le plus révélateur de toute cette histoire. Même si son nom est dur à prononcer pour moi, merci à notre partenaire Watcher of Realms. Si vous aviez manqué le crossover Dracula la première fois, ne faites pas la même erreur 2 fois, ça pourrait ne jamais revenir dans le jeu. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour télécharger Watcher of Realms gratuitement sur PC, sur Android et sur iOS. Dracula voyage à travers le temps pour vous trouver. Et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous serez plus susceptible de voir passer les prochaines vidéos. Je m'appelle toujours Fabien Licard, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao.